Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le président de la République et ses pairs de la Commission africaine de haut niveau tiennent une réunion à huis clos à Bujumbura, centrée sur les perspectives du règlement de la crise en Burundi. Le département de la santé organise un atelier sur la préqualification des laboratoires chargés du contrôle pharmaceutique. Jour J-1 avant l'entrée en vigueur de la trêve du cessez-le-feu en Syrie et intense activité de l'ONU pour faire appliquer cette trêve vendredi. Merci, Madame, Monsieur, de joindre à nous. L'Union africaine est donc par le biais de sa commission de haut niveau au chevet du Burundi qui vit une crise politique depuis plusieurs mois. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, et ses pairs d'Afrique du Sud, du Gabon, du Sénégal, ainsi que le Premier ministre éthiopien qui conduit cette médiation entre le pouvoir et les partis d'opposition, ont tenu ce matin une réunion à huis clos. Ils ont discuté des perspectives du règlement de la crise dans ce pays. Le président de la République a mis à profit sa présence à Bujumbura pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien président burundais Ndadaye Malacher, assassiné en 1993 et considéré comme le fondateur de la démocratie dans le pays. Il a aussi déposé une autre gerbe de fleurs sur la tombe du prince Louis Rwagoze, qui a dirigé la lutte pour l'indépendance du pays avant d'être assassiné en 1961. Hier, à son arrivée à Bujumbura, le président de la République a été accueilli à l'aéroport par le président burundais Pierre Nkurunziza, entouré des hautes personnalités de l'État. Les deux chefs d'État ont ensuite écouté les hymnes nationaux des deux pays. Monsieur le président, c'est le bienvenu. Ça va bien. Oui, t'es bien. C'est le bienvenu. Hey. Ensuite, passé en revue un détachement des forces burundaises venu présenter les honneurs. Une troupe folklorique était également à l'accueil à travers des démonstrations de danse traditionnelle pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque du Burundi. Dans le salon d'honneur de l'aéroport, le président de la République et son homologue burundais ont eu un premier tête-à-tête centré sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. La présence du président de la République à Bujumbura dans le cadre de la Commission africaine de haut niveau émane de sa conviction que les Africains sont à même de résoudre leurs problèmes et par les voies pacifiques. On se rappelle, le chef de l'État avait conduit ou contribué à des médiations au niveau de certains pays africains et à la résolution des conflits. Abdoul Adamaba nous en dit plus.
Après son arrivée à l'aéroport international de Bujumbura dans le cadre de la Commission africaine de haut niveau, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz a été accueilli à sa descente d'avion par le président burundais Pierre Nkurunziza. 4 chefs d'État africains et le Premier ministre éthiopien se sont déplacés au Burundi afin de trouver une solution à la crise que connaît actuellement ce pays. Malgré le fait qu'il ne soit plus président en exercice de l'Union africaine, le président de la République est au cœur des grands dossiers du continent africain. Sa mission à la tête de l'Union africaine qui a été couronnée de succès, d'où les sollicitations de part et d'autre du président de la République en qualité de médiateur dans plusieurs conflits. Cette médiation entamée dans ce pays africain n'est pas une nouveauté. Œuvrant sans cesse pour le bien-être des Africains, le chef de l'État a été auparavant médiateur dans des pays frères comme la Libye. La Mauritanie, dans le cadre des solutions de sortie de crise en Libye, a été le premier pays arabe et africain à présenter un projet de médiation pour que ce pays dépasse cette crise. Il en est de même pour la Côte d'Ivoire. Grâce à l'offensive diplomatique de notre pays, la crise politique que connaît ce pays constitue un mauvais souvenir. Portant en bandoulière le sort des Africains, ces derniers ont décidé de porter le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, en 2014 à la tête de l'Union africaine. Son mandat à la tête du continent a été marqué par plusieurs déplacements dans des pays africains en crise, dont le Mali, pays frère de la République islamique de Mauritanie. Sur place, le chef de l'État a décroché un accord de cessez-le-feu à Kidal entre les différents protagonistes de ce conflit. Les pays africains victimes de l'épidémie d'Ebola, dont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont aussi eu droit au soutien et à la solidarité du président de la République. Soutien et solidarité qui se sont manifestés par de l'aide humanitaire, une volonté manifeste afin d'en finir avec cette maladie. La stabilité, plus qu'un slogan, est une condition sine qua non pour tout développement économique du continent. Cette conviction, le chef de l'État la porte au niveau de toutes les tribunes dans le monde pour un continent africain stable, démocratique et prospère. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boilil, a eu ce matin des entretiens avec l'ambassadrice d'Allemagne dans notre pays. L'entretien a apporté, entre autres questions, sur la prochaine visite du groupe parlementaire allemand chargé des relations avec le Maghreb arabe dans notre pays. La lutte contre les faux médicaments, une préoccupation des pouvoirs publics. Des mesures ont été initiées pour lutter contre les médicaments contrefaits, parmi lesquels l'acquisition d'un laboratoire de qualité. Les documents relatifs à ce laboratoire et à sa performance ont été présentés ce matin dans le cadre d'un atelier organisé à l'intention d'un certain nombre d'experts. Rabia Deida. Comment assainir le secteur des médicaments? Une question à laquelle répondra cet atelier consacré à la présentation des documents du système de management de la qualité du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. À cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Santé, Ahmed Jeddoul Zen, a indiqué que l'assainissement du secteur des médicaments constitue une préoccupation essentielle des hautes autorités du pays, traduite dans des mesures concrètes. Parmi les plus importantes de ces mesures figure la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité répondant aux qualifications requises au plan international, en plus de la publication d'une série d'arrêtés pour soutenir et dynamiser l'arsenal des procédures existants, ainsi que l'engagement des importateurs, des pharmacies et des dépôts à respecter les dispositions du cahier des charges. Il a ajouté que la fixation du port et de l'aéroport de Nouakchott comme seul point pour l'importation de médicaments, la lutte contre le marché parallèle et l'exposition de médicaments dans les rues et places publiques et dans les endroits non autorisés font partie des mesures de prévention visant la protection requise des produits pharmaceutiques. À son tour, le directeur du laboratoire national de contrôle de la qualité du médicament, le Dr Cheikh Boutar Ould Seggan, a mis en exergue le souci du laboratoire depuis sa création de contrôler les médicaments périmés ou faux et de garantir que son institution accomplisse sa mission dans de bonnes conditions. Les participants à cet atelier ont pu suivre un exposé sur le système de management de la qualité du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et sur les tests pratiqués par le laboratoire afin de garantir aux citoyens des médicaments de qualité. Et nous allons à présent à Nouadhibou. La capitale économique a abrité ce matin la seconde réunion du Comité national de suivi des activités du projet régional de protection du grand écosystème du courant des Canaries. L'ordre du jour de cet atelier comportait l'élaboration et la discussion d'un
et la discussion par les États concernés du plan d'action conformément à la nouvelle stratégie des pêches. Aminata Khan. Cette seconde réunion du Comité national de suivi des activités du projet régional de protection du grand écosystème vise à renforcer la coopération régionale dans le domaine de protection des richesses maritimes. Ouvrant les travaux de la rencontre, la conseillère technique du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Boba Mintrales, a indiqué que cette seconde consultation nationale constitue une étape importante dans le processus du développement durable du secteur des pêches et de l'économie maritime 2015-2019, dont la contribution à l'émergence économique et sociale des pays de la région n'est plus à démontrer. Elle ajoute que cet écosystème constitue une ressource alimentaire et économique vitale non seulement pour les populations côtières bordant la région, mais aussi pour une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur les objectifs du projet, le représentant de la FAO s'est exprimé. L'objectif du projet est d'aider ces pays à réunir les connaissances et à renforcer les capacités afin d'établir des mécanismes adéquats de bonne gouvernance pour gérer de façon durable le grand écosystème marin du courant des Canaries. Le projet vise à inverser la tendance de la dégradation de cet écosystème causée par la surpêche, la modification des habitats et les changements intervenant dans la qualité de l'eau en adoptant une gestion basée sur l'approche écosystémique. Le coordinateur régional du projet, CCLM, a indiqué qu'après l'analyse diagnostique transfrontalière, ce plan d'action stratégique devrait nous aider à résoudre ces problèmes pour assurer une gestion durable de l'écosystème du courant des Canaries. Cet écosystème est vital pour 64,5 millions d'habitants, avec une longueur de côte d'environ 5400 km, une zone économique exclusive de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et cet écosystème recèle des ressources très variées, avec une forte productivité qui supporte des captures d'environ 2 à 3 millions de tonnes. À noter que ce projet vise à permettre aux pays participants que sont le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée à traiter les problèmes transfrontaliers prioritaires sur la pêche. Ici à Nouakchott, les participants à l'atelier consacré au développement de la filière volaille ont recommandé au terme de leurs travaux la création d'une base de données de la production et l'amélioration de l'accès des petits producteurs au marché. Melika Narli. Cet espace de concertation aura permis à l'ensemble des acteurs concernés par la filière avicole d'échanger et de débattre en vue de professionnaliser cette filière et mettre en place une stratégie pour son développement urbain et périurbain. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à promouvoir l'industrie de la volaille en raison du rôle efficace qu'elle peut jouer dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, tout en permettant également de renforcer la sécurité alimentaire. Les responsables ministériels, les opérateurs économiques et associations concernés par cette filière ont largement débattu de cette problématique afin d'améliorer sa productivité. Des communications ont été présentées relatives à l'état des lieux, les contraintes et enjeux, la recherche, la formation, la législation, l'organisation, la normalisation de la filière, ainsi que d'autres thèmes contribuant à relever les défis posés au développement de ce secteur. La clôture a été marquée par une présentation des résultats du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural, les politiques et stratégies développées par les pouvoirs publics et les échanges d'expériences des opérateurs dans ce domaine. Les perspectives de développement de la filière sont prometteuses. Elles passent par une meilleure organisation des acteurs et une amélioration des conditions de production, de transformation et de commercialisation de ces produits avicoles. L'actualité politique dans ce journal, le Parti du Rassemblement des Forces démocratiques RFD a organisé hier un meeting à la place 6 à la mosquée Ben Abbas. L'occasion pour son président Ahmed Ould Daddah d'annoncer le démarrage les jours à venir de la campagne de renouvellement des adhésions au parti. Il a indiqué que des comités vont sillonner l'ensemble du territoire national pour recueillir les adhésions des citoyens au RFD. Au chapitre syndical de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, CLTM, a tenu ce matin
À Nouakchott, un atelier d'évaluation du projet de lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Les interventions ont porté sur les étapes franchies par ce projet, notamment son rôle dans l'éclairage de l'opinion publique sur la lutte contre l'esclavage et ses séquelles. Toujours dans ce volet social, a signalé le plaidoyer de l'association Action contre la faim en faveur de la gratuité des soins et des examens médicaux pour les enfants de moins de 5 ans victimes de malnutrition. Les participants à cet atelier de plaidoyer ont suivi des exposés portant sur les diagnostics liés à la malnutrition chez les enfants et les traitements adéquats. Et on clôture ce chapitre de l'actualité nationale par l'hommage rendu hier soir à l'écrivain et penseur égyptien Mohamed Hassanin Heikel, une soirée organisée à l'initiative du Centre Ibn Khaldoun pour la culture, le dialogue, l'information et le développement, et au cours de laquelle l'assistance a été édifiée sur quelques aspects importants de la vie du défunt. Et au plan international, l'actualité est dominée par l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en Syrie vendredi à 22h GMT. Les Russes et les Américains se préparent à définir les modalités d'application du cessez-le-feu, le premier du genre depuis 5 ans. Le régime de Bachar el-Assad, l'opposition ainsi que les forces kurdes ont annoncé qu'ils respecteraient le cessez-le-feu parrainé par les États-Unis et la Russie, mais des doutes subsistent sur son application. Sont tenus par la trêve les forces du régime de Bachar el-Assad et les rebelles, mais ceux-ci sont très affaiblis par la montée en puissance des groupes djihadistes et ne contrôlent plus qu'une partie minime du territoire, notamment près de Damas. Les organisations djihadistes rivales du groupe État islamique et du Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, qui occupent une grande partie du pays, sont exclus de l'accord de trêve et resteront par conséquent la cible du régime, des frappes aériennes de son allié russe et des raids de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les modalités du cessez-le-feu, qui s'annoncent très complexes sur le territoire, seront examinées vendredi après-midi à Genève par un comité regroupant les représentants des 17 membres du groupe international de soutien à la Syrie et dirigé par Washington et Moscou. Des pays de l'Union européenne étaient en conclave aujourd'hui à Bruxelles pour mettre fin à la cacophonie face à l'afflux de migrants qui risque de déclencher une crise humanitaire de grande ampleur. La réunion a été marquée par une vive tension entre la Grèce et l'Autriche. On rapproche à cette dernière de ne pas suffisamment protéger la frontière extérieure de l'Union européenne par laquelle de nombreux réfugiés entrent sur son territoire. La Grèce a vertement répliqué au cours de cette réunion des ministres de l'Intérieur des 28. La Grèce se sent en effet de plus en plus livrée à elle-même depuis début janvier. Plus de 102 000 migrants ont ainsi gagné ce pays par la Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrants. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République et ses pairs de la Commission africaine de haut niveau tiennent une réunion à huis clos à Bujumbura, centrée sur les perspectives du règlement de la crise en Burundi. Le département de la santé organise un atelier sur la préqualification des laboratoires chargés du contrôle pharmaceutique. Jour J-1 avant l'entrée en vigueur de la trêve du cessez-le-feu en Syrie et intense activité de l'ONU pour faire appliquer cette trêve vendredi. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.